Bonsoir et bienvenue à ce grand live. Nous sommes mercredi 10 novembre 2021. Ce soir, un seul dossier nous intéresse. Les élections générales de 2023. Oui, tout le monde, il y a beaucoup d'agitation dans les états-majors des partis regroupements politiques. Mais la révision de la loi électorale s'impose. Mais qu'est-ce qui va concrètement changer? On en parle ce soir avec le député national élu de la ville de Lubumbashi, Coco Jacques Moulongo, pour justement plus de précision. Il est l'auteur justement d'une proposition de loi portant justement modification de la loi qui existe déjà en cette matière. Ça concerne toutes les élections, la présidentielle, législative nationale, législative provinciale, pourquoi pas les élections ou l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs, élections municipales et locales, même si on n'a pas organisé d'autres. L'actualité chez nous, elle s'impose. On vous en donne la charpente pour la grande édition vespérale qui vous sera présentée par Christopher Rochokoum. Christian Kalonji se charge de vous en donner les titres. Bonsoir Fabien, bienvenue à tous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. « 42e Conseil des ministres des pays du COMESA, la RDC sollicite le soutien de cette institution sous-régionale afin de développer son portail national d'information commerciale. C'est le ministre de l'intégration régionale qui l'a dit au cours d'une réunion tenue à Lusaka en Zambie. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a débuté ses consultations après les attaques des rebelles au début du mois dans la ville de Bukavu. Ces consultations concernent toutes les couches sociales, politiques et religieuses afin de recueillir leurs avis sur la situation sécuritaire. Et puis au Niger, l'émotion était grande à Maradi aux obsèques des 26 enfants victimes de l'incendie dans leur école. Une foule nombreuse est venue entourer les parents d'élèves et rendre un dernier hommage aux disparus. En sport, pour terminer, c'est ce jeudi que la République démocratique du Congo sera reçue par le Taifa Stars de la Tanzanie à Dar es Salaam. Il s'agit de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h avec Christopher Rochokoum. Entre-temps, l'information reste en continu sur notre site web. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Alors, en attendant la grande édition du journal vespéral, Kinshasa Direct peut prendre son envol, cette fois-ci avec ce dossier, l'unique de ce soir, l'invité de nos installations, Coco Jacques Moulongo. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Comme annoncé, Coco Jacques Moulongo était avec nous. Bonsoir, monsieur Moulongo. Bonsoir. Vous êtes député national
je l'ai annoncé, élu de la ville de Lubumbashi. Exactement. C'est pour la deuxième législature apparemment. Exactement. Voilà. Les élections s'annoncent, même si on les appelle de tous nos voeux, même si on semble oublier les vrais problèmes qui se posent au peuple congolais. Mais au niveau du Parlement, la révision de la loi électorale s'impose après la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes l'auteur d'une proposition de loi portant modification. Je ne suis pas parlementaire, même si je rôde dans les arcanes du Parlement. Alors, il s'agit de quelle proposition de loi? Alors, c'est une proposition de loi modifiant la loi sur les élections, n'est-ce pas, provinciales, nationales, municipales, et évidemment avec les sénateurs aussi. Ici, je vais rapidement aller droit au but pour faire comprendre aux téléspectateurs que le but est simple. C'est celui de pratiquer une loi républicaine, n'est-ce pas, et patriotique. Vous allez remarquer que moi, depuis que je suis au Parlement, c'est 2011 jusqu'à aujourd'hui, en 2011, nous avions eu nos suppléants et j'étais heureux de constater qu'au niveau de mon parti politique, au moment où nous devions engager nos suppléants, le parti nous avait demandé de ne pas mettre les membres de famille, mais plutôt que le parti nous exigeait des suppléants qui sont liés à l'idéologie et qui appartiennent au parti politique, et non pas les membres de famille, ou bien les connaissances. C'est ainsi que... Premier, tout comme second suppléant. Premier comme second suppléant, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'était déjà une bonne nouvelle de comprendre que l'UDPS était un modèle dans ce sens-là. Et en 2018, la même chose. Précision détail que j'ai oublié, vous êtes l'élu de Lubumbashi sur la liste de l'UDPS. Oui. Dont vous êtes 4. UDPS dont vous êtes 4. Nous sommes 4, voilà. Exactement. Alors, c'était déjà une bonne nouvelle de savoir que le parti politique pour lequel j'appartiens, sur la liste sur laquelle j'ai été évidemment élu, nous recommande des suppléants qui sont des suppléants liés à l'idéologie de notre parti et qui appartiennent au parti. Et bien voilà, jusqu'en 2018, la même chose. Mais qu'est-ce qu'on remarque au niveau du Parlement? Que chaque fois qu'il y a un député qui est évidemment nommé ou empêché, ou par un décès, il est remplacé automatiquement. On remarque que ce sont les membres de famille. Ce sont peut-être les connaissances, des membres de famille qui n'appartiennent pas au parti politique. Et je crois que ça nous... Ce qui est très curieux quand même. Oui. Et je ne peux pas en vouloir à ces personnes-là. S'ils font bien leur travail, c'est très bien. S'ils exercent leur droit parlementaire, s'ils participent aux commissions, hein, évidemment, aux enquêtes parlementaires, ben, ça va, s'ils travaillent bien, il n'y a pas de problème. Si mais qu'est-ce qu'on... sont compétents, il n'y a S'ils pas sont de souci. compétents, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on remarque? La plupart, je dis bien, sont rares ceux qui sont encore en unité avec leur parti ou avec leur base. Il y a le pont qui est souvent cassé. Et je pense que ceux qui sont compétents, ça sera une chance pour eux aujourd'hui de se proclamer aussi prochainement comme candidat. Le Parlement est une grande université. Lorsqu'on a fait 3 ans déjà, ou 4 ans, 5 ans, on apprend beaucoup. Et je crois qu'ils peuvent se donner ce luxe de dire « Tiens, je suis capable d'être aussi député et ne plus me contenter d'être souvent suppléant. » Est-ce que voilà. c'est pas peut-être à cause de ça que certains suppléants entrent en conflit permanent avec les titulaires des sièges appelés à des fonctions dormantes ou d'autres fonctions au niveau de l'administration ou de la politique? Oui, Monsieur Fabien, vous devez comprendre une chose. C'est que lorsque celui qui vous remplace, c'est vous qui l'avez choisi, vous le dictez aussi ce qu'il doit faire au niveau du Parlement. Ça signifie, si aujourd'hui il y a vote sur une, comme cette loi, comme cette proposition de loi, sur une proposition de loi, le député qui a laissé sa place
à son fils ou à son ami, il lui dit exactement s'il doit voter pour la loi ou contre la loi, n'est-ce pas? Ou s'abstenir, bien sûr. Alors, le député ne joue plus son propre rôle. Le député est dicté par le titulaire du siège, celui qui a gagné le mandat. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas naturel. Ça dénaturalise directement sa fonction. Il est à côté de la plaque parce qu'il ne fait pas exactement ce qu'il veut faire. À part ça, vous avez les émoluments. Certains députés, on l'apprend, demandent à leurs suppléants dont les mandats ont été validés, de partager les émoluments. Alors, je pense que c'est un problème quand cela ne paraît celui qui a mouillé les maillots, qui a tout donné, demande vraiment ce qui lui revient. Est-ce que c'est un péché? Cela ne lui revient plus. Cela ne lui revient plus. Nous avons une loi, nous avons un règlement d'ordre intérieur. Ça ne lui revient plus. Ce qui lui revient, c'est là où il va. S'il est nommé ministre, eh ben, il aura ce qu'il a, pour lequel il a travaillé, il sera payé, n'est-ce pas? Donc ça ne lui revient plus, ça revient à celui qui l'a remplacé. Alors je pense qu'il faudrait qu'on sache que la plupart des suppléants ne sont pas contents aussi de cette situation. Est-ce que c'est pas et même s'ils ne le disent pas, des émoluments qu'il faut se partager, à cause, par exemple, d'autres avantages qu'il faut se partager? Il n'y a pas que les émoluments. Dont la part de Lyon doit revenir au propriétaire du siège, au titulaire du siège. Merci pour la précision. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que certains élus préfèrent leurs épouses, leurs fils, leurs neveux? Encore, il y a des neveux qui trahissent, c'est-à-dire comme suppléants. Voilà. Le député veut se rassurer que la personne qu'il met là ne va pas le trahir. Mais il met en mal la participation de cette personne au Parlement. Il met en mal. La personne ne peut pas travailler sous condition. C'est le Parlement. C'est le temple de la démocratie. Je crois que quelque part, le député qui a remplacé le titulaire doit être libre, je répète encore, de voter la loi qu'il veut sans qu'on lui dise ce qu'il doit faire. C'est pourquoi je répète une fois de plus qu'il est important aux suppléants de se dire que peut-être ils sont meilleurs que le titulaire et qu'aujourd'hui, ce soir, avec cette loi, ils peuvent se décider et dire, tiens, pourquoi ne pas oser et être candidat prochainement sur la liste de mon parti? Quelle est la particularité de votre proposition de loi? Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous avez déjà proposé, déposé votre proposition de loi. Quelle est la particularité que vous apportez? D'abord, premièrement, les candidatures multiples. Nous avons refusé ça. Ça signifie un candidat qui veut être candidat sur les différentes institutions électorales, il veut être au provincial, il veut être au Sénat, il veut être au national, municipal. Je pense qu'il y a de l'égoïsme politique. C'est déjà quelque chose qu'on doit bannir, qu'on doit arrêter. Dans la proposition de loi, nous cassons déjà le fait que les multiples candidatures doivent être arrêtées. On n'a droit qu'à une seule candidature. C'est ce que vous dites, nul ne peut concourir à 2 ou plusieurs élections au cours d'un même cycle électoral. Exactement. Ça, c'est un. De deux, c'est le suppléant. Le suppléant ne doit... Au fait, lorsque nous déposons notre candidature, on n'a plus besoin de donner aussi les noms des suppléants. Vous comprenez? Oui. Nous déposons nos candidatures. Si par exemple, l'UDPS, je dirais Lubumbashi, qui est ma circonscription électorale, a 15 personnes sur sa liste et que 5 personnes passaient, donc en réserve, nous avons 10 qui sont restés. Le tout premier, si jamais il y a un qui est empêché par décès ou par nomination, eh bien, le premier de la liste de réserve, qui aura le plus grand suffrage, peut remplacer directement celui qui est nommé ou qui est décédé ou qui est empêché. Vous comprenez que celui qui remplace le député a des voix. Ne l'oublions pas. C'est un candidat qui a battu campagne dans sa circonscription, dans sa base, il a une base, et il est lié à l'idéologie du parti.
pourquoi ne pas donner la chance à celui-là qu'aller chercher son fils ou sa fille? Moi, je crois que nous devons être républicains. On n'arrête pas de prêcher le fait d'être républicain. Il faut être républicain, il faut être patriote. Mais le patriotisme, c'est ça même. Le fait de reconnaître que celui qui est resté a eu des voix. Et croyez-moi, avec la loi électorale que vous connaissez, vous pouvez être dans une circonscription avec 900 voix, vous restez, pendant que dans une autre circonscription, il y a quelqu'un qui a 200 voix qui passe. Alors là, vous êtes au niveau de seuil, comment on appelle ça, électoral. Oui, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et des salives. On a pensé que cette disposition était tout simplement suicidaire pour certains. Vous avez 500 voix, vous passez comme député, alors qu'ailleurs, quelqu'un en a 2000 ou plus. On dit il est non élu. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Je ne pourrais pas parce qu'il y a un problème aussi des listes. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je vais rester beaucoup plus sur cette loi que la modification que nous proposons. Mais je crois qu'au niveau déjà du parti et ainsi qu'au niveau des groupes parlementaires, nous sommes en train de discuter sur ça. Au moment opportun, je vous dirai ce que pense, parce que je ne pourrais pas répondre à quelque chose qui est en train d'être travaillé en ce moment dans le groupe parlementaire et dans le parti. Alors, on sent que vous militez pour un peu plus le poids du parti, législatif ou aux différentes échéances électorales, alors que la famille semble l'emporter un peu pour certains candidats. Est-ce que c'est une formule qui passerait facilement quand on sait que c'est là où réellement la vraie bagarre commence? Oui, exactement, Monsieur Fabien. Vous savez, il y a ce que nous appelons la candidature par procuration. Hein? La candidature par procuration, c'est ce monsieur qui est candidat, n'est-ce pas? Il sait qu'il est très puissant. Il sait que s'il est candidat au national, ok, il est candidat au provincial, il est candidat au Sénat, il passera à cause de son poids politique, parce que c'est quelqu'un de très puissant dans sa circonscription. Mais au fait, il n'a pas besoin de siéger. Il n'a qu'à déposer sa candidature, et une fois qu'il est passé sur les trois, il met sa famille. Ça, c'est la candidature par procuration. Et puis, il y a des OPA familiales sur les sièges à pourvoir, n'est-ce pas? C'est le candidat qui s'en gêne. Il gagne, mais il participe, mais en mettant sa famille. Et vous allez voir la belle famille, vous allez voir la première femme, la deuxième femme, et évidemment les fils, et qui récupèrent les places. Et lui, peut-être, va au Sénat, et il reste les autres, il laisse le reste à sa famille, ou à ses connaissances, évidemment, à ses amis. Et puis, vous avez des procurations, vous avez de la suppléance fantaisiste, hein, pratiquement fantaisiste. Le candidat a de l'argent, il est puissant, c'est un grand commerçant. Financièrement, il est très fort, ok? Mais il n'est pas connu. Mais il veut être candidat, député. Il peut utiliser un grand musicien connu, n'est-ce pas? Oui. Je donne un exemple d'un musicien. On va citer un musicien qui n'est plus au Congo, qui vit à l'extérieur. Lita Bembo, par exemple. Il utilise Lita Bembo qui a beaucoup de succès. Hein? Lita Bembo pose sa candidature à Lukunga. Lita Bembo gagne. Et puis Lita Bembo quitte son poste et il laisse à ce grand commerçant. Donc ça, on appelle ça des candidatures fantaisistes. Et croyez-moi, ça existe. Il y a des gens, déjà en 2018, qui ont tenté cela. Mais heureusement, le peuple congolais, qui aujourd'hui bien réveillé et bien debout, et avec beaucoup d'expérience sur les élections, n'ont pas fait passer ces genres de personnes. Alors, on préfère prévenir que guérir avec cette loi, qui est très républicain, je crois que vous êtes d'accord avec moi, prenant ceux qui sont sur la liste et qui sont capables d'aider le parti et d'aider au sein du Parlement et d'aider la population. Alors, vous parlez de l'économie des coûts honoraires et financiers des élections partielles pour remplacer des députés en cas d'empêchement, de décès, de démission du
députés, vous l'avez évoqué, les suppléants le remplacent automatiquement pour poursuivre l'exercice du mandat. Mais c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. On n'a pas senti qu'il y a des couacs, hormis le cas des membres des familles, par exemple, qui étaient choisis comme suppléants. Il n'y a pas vraiment une situation grave à ce niveau-là. Les partis ne se plaignent pas. Monsieur le journaliste, les coûts, si vous lisez bien ce qui est écrit dans notre loi, si aujourd'hui nous avons des suppléants, comprenez bien ce qui est écrit, si aujourd'hui nous avons le système des suppléants, c'est pour éviter de dépenser trop d'argent au cas où le député est empêché, de revenir encore sur des élections pour le remplacer. Ça coûterait plus cher. C'est ce qui est dit là. Donc, et ce qui est logique, n'est-ce pas? Au lieu d'organiser des élections, c'est encore une enveloppe, c'est un budget, alors mieux vaut avoir des suppléants. C'est ça le bon côté, l'idée d'avoir des suppléants. S'il y a cette idée d'avoir des suppléants, c'est pour éviter la réorganisation des élections en cas d'empêchement. Mais maintenant, les suppléants, à qui on a fait confiance aux députés, par rapport à leur choix de suppléants. Ils sont libres d'amener leurs suppléants. Mais évitons quand même d'être anti-républicaine en oubliant la confiance de la population. La population vous a fait confiance à vous par rapport à votre force politique, par rapport à votre parti politique. Ce qui ne revient pas nécessairement comme qualité à votre femme, à votre épouse ou à votre enfant. Quand je parlais avec certains députés, comme ça, parce que j'ai eu à discuter avec les députés pour savoir si ça sera possible de faire passer cette loi, il y a certains qui m'ont dit exactement ce que vous avez dit. À savoir, nous avons mis de l'argent pour notre campagne, pour que quelqu'un d'autre qui était mon concurrent me remplace. C'est méchant de dire ça. Parce que le concurrent, c'est quelqu'un de ton parti. Ça reste une équipe. C'est comme une équipe de football. Quand on vous remplace, parce que vous êtes fatigué, par exemple, sur un terrain de football, vous n'allez pas espérer que celui qui vous a remplacé joue mal et ne marque pas. Donc ça reste quelqu'un de votre équipe que vous devez soutenir. Alors, pour empêcher à ce monsieur-là, parce que vous avez mis de l'argent, vous préférez que ce soit votre femme qui récupère cela pendant que vous devenez ministre. Donc, vous allez avoir votre émolument en tant que député chez votre femme et votre paiement de salaire en tant que ministre. Vous comprenez que, quelque part, c'est de l'égoïsme. Et s'il y a un débat contradictoire avec ceux qui sont pour ou contre cette loi, je crois que ceux qui sont contre n'auront pas d'argument. Parce que tous les arguments par rapport à ça sont anti-républicains. C'est pourquoi je sais que ça sera très difficile de faire passer cette loi, mais je sais aussi que les députés ont bonne conscience. Je leur demanderai de ne pas se voir soi-même, de s'oublier, mais plutôt de voir la population qui nous suit et qui est certainement pour cette loi, parce que si cette loi devait être votée dans la population, sur cette ville de Kinshasa, je crois qu'elle passerait sans problème. Comme une lettre à la poste. Alors, au-delà, les députés indépendants, et ou candidats députés indépendants, ont assez de marge de manœuvre. Mais ceux qui sont dans les formations politiques seront soumis à certaines règles de jeu, à un certain dictat. Est-ce que vous ne rendez pas, en faisant cette proposition de loi, vous ne rendez pas encore les partis politiques ou regroupements politiques encore plus prisonniers des potentiels élus? Fabien, d'abord, définissons plutôt le candidat indépendant qui a posé sa candidature et qui passe, n'est-ce pas? Eh bien, celui-là n'a pas de liste. Donc, nous revenons sur les anciennes pratiques. Pour ce cas-là, ça signifie qu'il a le droit de présenter son candidat à la CENI. Mais il y a des conditions. Si vous regardez bien, nous avons des conditions pour ces gens de candidats indépendants. N'est-ce pas? Eh bien, il doit suivre les conditions
que lui donne la loi par rapport à son remplaçant. Il ne doit pas être nécessairement quelqu'un de sa famille, mais il doit avoir une expérience, n'est-ce pas, comme le dit la loi. Il n'y a pas que les indépendants. Supposons que nous sommes dans une circonscription qui n'a que 2 sièges, n'est-ce pas? Oui. Et tous les 2 de ce parti-là passent. OK. Nous prenons l'exemple de quel parti? On prend par exemple le PPRD. Le PPRD a 2 candidats en Ngandajika. Et ces 2 députés passent. Ça signifie que la liste du PPRD n'a plus de réserve. Et que les 2 ou un seul est empêché, il doit être remplacé. Alors il revient lui aussi dans le même cas que l'indépendant. Il doit soumettre 2 suppléants. Enfin, si les 2 sont remplacés, doivent être remplacés, les 2 députés sont ministres, eh bien, il doit soumettre sa liste avec les conditions que prévoit la loi. Vous avez parlé d'être républicain. Justement, lorsque vous êtes député national ou sénateur, et au lieu d'aller puiser dans la réserve de la République pour voir d'autres compétences, d'autres expertises au niveau national, dans d'autres secteurs, on préfère aller encore au Parlement, puis puiser là-bas et amener ces élus au niveau du gouvernement central ou dans des entreprises ou encore dans d'autres fonctions dormantes ou actives. Est-ce que ce n'est pas encore de l'égoïsme? Pourquoi les mêmes personnes? Voilà, je vous dirai ce que je pense. Est-ce que d'autres Congolais ne méritent pas? Exactement. Je crois que tout le monde mérite. Pas tout le monde, bah, évidemment, il faut être compétent pour mériter. Mais je ne pense pas qu'il y ait que les députés qui sont compétents. Évidemment, dans les partis politiques, il y a ceux qui sont en réserve, qui sont compétents. Et ça dépend d'un parti à un autre. Il y a des partis qui acceptent que leurs députés deviennent ministres. Mais allons sur terrain. Moi, c'est un constat, je vous le dis. Lorsque vous avez des députés qui sont ministres, ce sont des gens qui ont une base. Selon moi, c'est des personnes qui travaillent dur pour ne pas perdre leur base. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que ils travaillent dur parce qu'ils ont un mandat. Mais pourquoi en étant ministre, oui, ils évitent la déception à l'égard de vis-à-vis de leur base. C'est des gens qui ont une base, ils font bien leur boulot. C'est un constat que j'ai fait. Contrairement à quelqu'un qui n'est pas député, qui vient, qui se contente de faire ce qu'il peut faire, sans base. Évidemment, ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui travaillent très bien. Mais le constat que moi, j'ai, c'est que le député, tout simplement parce qu'il a une base, il évite de lui ramener une déception. Alors, à part ce que vous avez appelé faire l'économie des coûts honoraires, vous dites également qu'il faut élargir le champ électoral du candidat député ou sénateur comme colistier du candidat député. Le candidat suppléant est, d'un point de vue strictement républicain, censé lui apporter plus de suffrages en raison de son expérience et de son appartenance à tel ou tel autre groupe social ou groupe d'opinion. Donc ils sont donc élus ensemble, mais un seul d'entre eux exerce le mandat obtenu conjointement. Encore une fois, donc à part le fait d'être candidat député, et que nous avons 2 suppléants pour éviter, au cas où on est empêché, pour éviter qu'il y ait réélection parce que ça coûte cher. Le deuxième point, c'est celui que vous venez de citer. Le suppléant ne doit pas croiser ses bras. Le suppléant, lorsqu'on l'a choisi, c'est que lorsque vous êtes au Parlement, lui reste avec la base et continue à travailler. Il ne doit pas seulement attendre le jour où vous êtes empêché pour que lui aille vous remplacer. Non, un suppléant reste dans sa base, il continue à élargir votre champ électoral. Donc c'est un élément aussi important pour que dans cette loi, enfin déjà dans la loi de 2006, qu'on puisse mettre 2 suppléants. C'est très important. C'était important.
Voilà. Au-delà de cet aspect, qu'est-ce qui pourrait encore changer si la révision est à l'ordre du jour, si elle est effective? Qu'est-ce qu'on doit encore changer pour éviter ce qui a été déploré en 2006, 2011, 2018? Bon, il faut dire qu'il y aura un débat houleux qui se tiendra au Parlement si jamais cette loi, nous devons la discuter à travers les différents députés très bientôt, peut-être, si tout va bien. Il y aura un débat, un sérieux débat. Un débat, d'un côté, pour combattre le népotisme, parce que moi j'appelle ça le népotisme, et de l'autre côté, pour ceux qui seront évidemment pour le népotisme. Qu'est-ce qui doit changer? Ce qui doit changer, on le saura lors du débat. Il y aura des ajouts, il y aura des amendements. Il n'y a pas de loi parfaite. Il n'y en a pas. Au niveau de cette loi, le débat va certainement améliorer les choses. Nous avons des constitutionnalistes, nous avons des juristes, des sociologues, qui vont certainement nous amener quelque chose de plus et qui vont nous montrer que si nous allons dans ce chemin, c'est très bien, mais il faut y ajouter ceci et cela pour permettre à ce que cette loi soit très bonne. Et je suis certain que de ce côté-là, il y aura des amendements, ça c'est sûr, comme je viens de vous le dire, qu'il n'y a pas de loi parfaite, mais il n'y a pas de loi stupide. Donc, pour moi, c'est une loi qui va permettre aux gens de se réveiller et d'être devant leur base au moment où ils vont voter la loi. Alors, au sein de votre parti, est-ce que vous en avez... Il y a eu déjà un débat, par exemple, à l'interne, pour que le soutien soit détaillé au niveau de l'Union sacrée, où ex abrupto, vous avez pris l'initiative et directement vous avez déposé la proposition de loi au Parlement, à l'Assemblée nationale? D'abord, on commence par un constat de ce qui se passe au Parlement. On observe, on voit ce qui se passe, on se dit, tiens, il faut une loi pour changer ça. Il y a du népotisme en excès. On a observé. C'est une observation personnelle. Mais je suis sûr que c'est une observation que tout le monde a faite. Ça, je suis certain. Mais maintenant, il faut que quelqu'un se décide pour amener cette loi. Je me suis décidé. Ensuite, avant de commencer à travailler sur la loi, croyez-moi, j'ai discuté avec plusieurs députés, dont les suppléants aussi. Et croyez-moi, c'est pas facile quand vous dites à un suppléant, mais vous êtes quand même la femme de l'honorable tel. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Mais la le fils de l'honorable X. Oui, mais la personne vous regarde bizarrement. De quoi je me mêle? Mais après, vous lui dites que vous savez que vous valez beaucoup. Vous pouvez être député en 2023. Vous pouvez poser votre candidature. Nous vous suivons. Vous êtes un bon député. Rejoignez la loi. Ça, c'est pas une rébellion, une révolution, une rébellion. C'est une réalité. Vous essayez d'inculquer dans, c'est une réalité. Dans vos collègues c'est une réalité. ex-suppléants. C'est une réalité. Nous devons les aider à être sûrs d'eux-mêmes et d'accepter une loi qui peut les aider. Pensons à nos enfants futurs qui seront députés plus tard. Je suis sûr que si nous gardons ces pratiques, ils diront, tiens, mon père était député. Mais pourquoi il n'a pas pensé à changer cette histoire? C'est quand même du déchet. Vous voulez dire qu'en 2011 et 2018, vous n'avez pas choisi parmi les colistiers, je parle des suppléants, premier, second, les membres de votre famille? Non. Les députés, les suppléants ont été choisis par le parti politique lui-même. C'est le parti politique qui nous a donné les suppléants. Et en 2018, la même chose, les partis politiques nous ont donné les suppléants. Et si votre épouse ou votre fils sont membres du parti, avec leur carte
ils contribuent sans problème. Oui. Des cadres du parti, alors pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Parce qu'en ce moment-là, c'est le parti qui dit, tiens, pourquoi pas? C'est vrai que c'est son fils, mais c'est quelqu'un qui participe au parti. C'est son frère, mais c'est quelqu'un qui participe au parti. Ou encore faire une permutation. Pourquoi ne pas l'amener chez un autre député? C'est toujours des petites solutions en famille. Réalisme oblige, vous savez que lorsqu'on se présente devant les électeurs, que vous appelez la base, ils ont autant de problèmes irrésolus par les exécutifs, qu'ils soient provinciaux ou nationaux. Alors, et vous savez qu'on se dépouille, il y en a qui vendent même des parcelles et qui vident leur compte en banque. Oui. Vous y allez, vous rentrez, ça marchait, mais il faut s'adjoindre des gens qui plus tard vont être des challengers ou des challengers potentiels auprès de cette base. Réalisme politique oblige, est-ce que vous avez pesé cette initiative? Bien sûr. C'est une réalité. Mais que voulez-vous? Hein, c'est un apostolat lorsqu'on va au Parlement. Croyez-moi, c'est un apostolat. Vous avez vendu votre bien, vous avez eu ce que vous vouliez. Une fois que vous êtes empêché, je répète encore, lorsque vous êtes empêché, ça signifie soit vous êtes mort, soit vous êtes gouverneur, soit vous êtes ministre, ou encore soit vous êtes en prison. Ou PCA dans une entreprise. PCA, mais administrateur simple, oui, ou DG. Les DG, c'est une nomination active, donc eux sont concernés, mais les administrateurs des entreprises, c'est une nomination passive. Donc ceux-là peuvent encore rentrer au Parlement et faire les deux. Mais pour répondre à votre question, c'est une réalité, mais il faut donner la chance aux autres. Vous êtes empêché, pas parce que nécessairement vous ne valez pas parce que nécessairement, une fois que vous allez comme ministre, vous allez toucher moins, je ne pense pas, mais laissez la chance à quelqu'un du parti de vous relayer. C'est une équipe, c'est la course de relais, et je pense que c'est tout à fait normal d'accepter cette proposition qui, selon moi, pour ceux qui sont en train de me suivre, républicains comme moi-même, la plupart des députés, je suis certain que au moment où nous parlons, ils sont en train de se dire, tiens, pourquoi pas? On va faire un effort pour la faire passer. Voilà, je crois qu'on a encore un chemin à parcourir en cette matière. Oui, être réellement républicain. Coco Jacques Moulongo, je crois que nous avons ramassé un peu l'essentiel pour ce soir. Si vous avez d'autres éléments à évoquer dans cette proposition de loi, on en parle. Si j'ai quelque chose à ajouter, parce que pratiquement nous sommes à la fin pour ce soir. Vous êtes optimiste, on sent que vous voulez amener le débat à un niveau vraiment élevé, mais est-ce que ça sera le cas? On attend voir. Nous avons encore un chemin à parcourir. Alors, un complément d'infos, une exhortation à faire à vos collègues. On termine par là. Merci beaucoup. Les députés, nous sommes tout un esprit. On peut tout dire. Pour ce genre de proposition de loi, il n'y a pas de parti politique. C'est une famille. Nous sommes ensemble. On fait des débats, des sérieux débats républicains pour trouver une solution. Et nous avons une conscience parlementaire. Lorsqu'il s'agit de genre de propositions de loi, très souvent on arrive à une conclusion importante. Et bon, je crois que ça ne sera pas... C'est vrai qu'en ce moment, on se pose des questions, mais une fois qu'il y aura les débats, les députés sont conscients qu'ils seront suivis par leur base. Et tout en sachant que la base va appuyer la loi, parce que nous le savons, je crois qu'ils suivront leur base. Voilà, la session est budgétaire, mais la loi organique lui a volé la part et surtout le processus de désignation des membres de la CENI, bureau et plénière. À quand le début de l'examen de la loi, le projet de la loi des finances?
je crois déjà la semaine prochaine. D'accord. Merci de nous fixer. Coco Jacques Moulongo, député national élu de la ville de Lubumbashi, il est de l'UDPS. La proposition de loi, il a déjà déposé au niveau de sa chambre de parlement. On attend la suite pour être fixée, mais je crois que le débat sera houleux. Il y a des choses qui sont traitées loin de la base, loin des téléspectateurs. Au niveau du Parlement, c'est là où les Romains vont chercher à se rentrer dedans. On en saura un peu plus. Le caractère républicain de nos élus. Bonsoir. Le journal est après.